La langue française, c'est emprunté. Déjà, c'est par respect, c'est pour que tout le monde puisse comprendre. Nous avons déjà les Français. Les Touaregs ne parlent pas forcément la même langue. On n'a pas compris en fait. Voilà, donc c'est une langue empruntée, c'est une langue pour tout le monde. Ensuite, depuis qu'on est là ce matin, est-ce qu'à un moment, vous avez entendu quelqu'un parmi nous vous dire nous croire nous et pas les autres? Non, il vient de le dire. Il a dit quoi? L'autre CMA. Mais c'est une façon de reconnaître qu'il y a un autre CMA. Il a bloqué, bon ben voilà. C'est une réalité juridique. C'est une réalité, mais à aucun moment on a cassé du sucre sur l'autre CMA. Non, mais je veux dire, bon, En tout cas, c'est votre droit, madame. C'est quel droit, vous avez quel droit? Je parle d'un droit, c'est-à-dire que vous avez tout à fait le droit de critiquer notre organisation, si vous avez quelque chose à dire. C'est pas notre but, je sais bien, madame, c'est juste en parlant On répond pour le monsieur qui a posé la question. Il n'était pas là ce matin avec nous. Et là, il y a la question concernant la centre culturel arabe. Moi, je suis désolée, si les Imazighan existent, c'est pas la négation des autres. Nous ne sommes pas décomplexés. C'est une salle centre culturel arabe. Les Imazighan peuvent travailler. Si ce qu'on peut appeler le monde arabe existe tel qu'il est, c'est à nous qui savons que Temazra n'est pas amputé, l'Afrique du Nord n'est pas amputée de son nord, qui est Temazra, de le dire et de le revendiquer. Si aujourd'hui les responsables de cet espace nous l'ont ouvert pour qu'on puisse se réunir, c'est pas pour leur tomber dessus. Je suis désolée, c'est pas une histoire d'arabe, c'est une histoire des Amazighan qui s'organisent pour faire mieux et revendiquer mieux leurs droits des Amazighan. Et le racisme, si nous devons revendiquer nos droits, c'est pas pour qu'on reprenne nous, qu'on soit raciste vis-à-vis des autres. C'est que nous, les Imazighan, nous existerons et à côté, ils existeront aussi bien les Arabes que toutes les autres cultures, que toutes les autres langues, que toutes les autres races. C'est moi qui avais proposé, donc je vais me jeter à l'eau parce que j'aime pas. Donc, non, mais je vais m'expliquer à ce sujet-là. Donc c'est moi qui s'est jeté à l'eau pour proposer, après avoir vu toutes les portes fermées, parce que c'est vrai, on s'est pris un peu tard, il y avait on a essayé l'espace MAG, je ne vais pas citer toutes les associations chez lesquelles on a essayé, qu'on a essayé de solliciter, et puis par la suite, je leur ai dit, voilà, il y a le centre culturel arabe, qui est un centre laïque, c'est dans son statut, je ne l'invente pas, qui est un centre, je veux dire, pluriculturel. C'est un centre qui accueille souvent des expositions, qui a accueilli les jeunes de 20 février ici, moi-même, à cette table-là, j'en ai fait au moins, je crois, une grande conférence qui a duré presque 4 heures sur la pensée de Abdelkrim, ici. À chaque fois, j'avais une conférence qui a été annulée par une autre salle et je suis venu la faire ici. C'était l'histoire du Maroc, un rendez-vous manqué avec la République. Ça a fait peur à quelques députés, ça a fait peur à quelques conseillers d'origine maghrébine, et c'était le centre qui m'a permis disons, d'exposer ce travail, qui m'avait pris 6 mois de travail. Donc c'est un centre très ouvert, et comme disait tout à l'heure la confrère, on ne peut pas vivre sur les cadavres des autres. La culture arabe a le droit d'exister, comme la culture de Tamizra a le droit d'exister, mais c'est les Ariban, c'est les despotes, c'est les réactionnaires, c'est au-delà de la haram, c'est ceux qui nous empêchent de faire ce genre de congrès chez nous, tranquillement, qui nous ont amenés à les faire ici. C'est ceux-là qu'il faut combattre, pas ceux qui nous ont tendu la main, quelle que soit leur culture. C'est une culture très ouverte. Moi, je les fréquente, le président, je le connais depuis 27 ans, et la directrice est une Kabyle, qui parle parfaitement le Kabyle. Mais c'est une arabisante qui est amoureuse de la culture arabe, comme moi je suis amoureux de la culture arabe, comme je suis amoureux de la culture, je veux dire, des penseurs du Lumière, français, les Voltaire, les Diderot, etc. Je ne peux pas me réduire à une peau de chagrin. La culture est universelle. Il faut aller vers la culture, et n'attendez pas que la culture vienne vers vous. Tout simplement, on ne va pas se rester Tamizra. Non, moi je suis désolé, je parle 6 langues, et c'est pas pour ça que j'ai des frustrations, et je parle la langue berbère comme il faut, et je trouve que l'expression utilisée, c'est une langue empruntée, parce qu'on n'a pas encore notre langue standard. Je l'ai dit, c'est mon rêve.
J'ai dit, si mon rêve c'est de voir ce drapeau flotter sur toutes les maisons, dans toutes les écoles de Tamzra, et d'avoir une autre standard comme l'ont fait les juifs, comme l'a fait Yehudi Ben Eliezer, il a inventé l'hébreu moderne pour permettre aux gens qui parlaient le yiddish, le mizrahim, le ladino, le sephardim, de parler la même langue, qui est une langue, beaucoup de gens disent que c'est une langue artificielle, mais c'est une langue qui se nourrit tous les jours de ces langues qui font la culture de la diaspora juive. C'est comme ça. Ceux qui ne sont pas contents, bah, ils font un 3e congrès ou un 4e congrès. On a décidé de faire cette assemblée ici en Bruxelles, on n'a rien. Mais le fait qu'on a déclenché le processus, cette volonté, cette idée, ce truc, à la fin, on a des institutions, on a réussi des aides. Bon, certaines aides pour que ça sachiez, on va les avoir au mois de janvier. De cela pour couvrir un peu les frais de cela. Mais lorsqu'il y a la détermination et la volonté, on peut réaliser des choses. Bien sûr, dans ce bilan, je n'ai pas mentionné parce que je n'ai pas sûr, je ne veux pas leur demander combien ça leur a coûté aux parents de faire ce colloque de leur part, parce qu'ils ont payé le billet du Kausen a coûté plus de 10 000 euros de le faire emmener du Niger à Gadir, comme partenaire. Je pense que dans 3 semaines, M. Rachid, vous savez très bien qu'on ne peut pas trouver une salle à Bruxelles. C'est la période des festivités à Bruxelles. On a fait les 19 centres culturels flamands à Bruxelles, aucun n'est libre. Des centres culturels francophones, aucun n'est libre. D'autres salles qui ne sont pas libres pour les 3 et les 2 jours. C'est impossible de trouver un autre centre culturel. Nous, les Imazighoun, on n'a pas de problème avec une culture ou avec un centre culturel. On a un problème avec une idéologie. Une idéologie qui essaye de nous nier, de nous négliger et de nous mettre à côté. C'est une idéologie à laquelle que nous combattons et pas une culture. On est ouvert à toutes les cultures, à toutes les convictions et pas à un centre culturel. Ok. Je m'appelle Imam Asmaï, ex-délégué du mouvement citoyen du Printemps Noir de Kabylie. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire vu la revendication du mouvement des assassins, des gendarmes de la région, tout simplement, il me paraît que le langage est peut-être très souple. Moi qui est toujours opposant au régime algérien, je serai virulent. Parce que dans la plateforme d'Orsal, il n'y en a pas que le jugement des gendarmes. Oui, c'est primordial, c'est une nécessité, une priorité, le jugement, la justice, c'est long. Finalement, les 15 points qu'on a revendiqués, aucun des points n'a été satisfait. Je ne vois pas les acquis. Jusqu'à aujourd'hui. Ou bien on fait semblant qu'en Algérie tout va bien. C'est pas vrai ça. Avec un pouvoir machiavel, assassin, jusqu'à maintenant. Sur Internet, récemment j'ai des nouvelles que même des militants des droits de l'homme, des représentants, se sont fait liquider, harcelés, menacés. On dénonçait ça. Dans une déclaration, j'espère. Je m'arrête là, merci. Voilà, c'est-à-dire que vous n'avez pas, c'est-à-dire dans le bilan ce matin, nous avez parlé de la situation. Mais pour des objectifs politiques. Je vous ai pas compris, je suis désolée. Il y a un militant membre du Congrès mondial Amazir qui est victime d'harcèlement judiciaire d'une affaire qui date de 2002, qui a été reprise en 2011, qui est passée le 17 novembre passé. En 2009, c'est passé quelque chose. Ça s'est passé en Algérie. Pour le Congrès mondial Amazir. Pourquoi vous ne l'avez pas dénoncé? C'est 2009. Il y avait des Marocains qui s'étaient arrêtés à Tizouz. Mais nous avons parlé de l'harcèlement, nous avons parlé de l'agent des libertés de circulation des Amazirs dans la région, le fait qu'ils n'ont pas pu accéder à rentrer au pays pour le Congrès mondial Amazir, on l'avait dit ce matin. Je suis désolée. Je souhaitais que le Congrès mondial Amazir aura une détermination forte que celle-là. Ben, c'est votre avis. L'Afrique du Nord est gouvernée par des dictateurs. On ne va pas demeurer dans le cadre culturel. Soyons réalistes. On vit des calvaires chez nous. On a bien compris votre observation. Si franchement on veut fondre une nation berbère ou bien basile, je ne crois pas. On n'a pas discuté de ça. Si on parle des Arabes, je ne suis pas contre les Arabes, mais les Arabes ils ont 22 États. Ils ont fondé 22 États. Ils ont raison.
Ouais. Mais nous, hélas, ce n'est pas le cas. Ok. Je voulais changer de sujet. Et quand tu disais que tu ne valorises pas, que tu ne sais pas combien coûte ce que tu as fait, que tu payes de ta poche, ce qui est bien, c'est que quand même, pour avoir les comptes de l'ONG, c'est ce que nous faisons nous international, c'est que comment dire, les comptes d'une ONG, c'est y compris les heures ou le temps que vous passez, qui peuvent être chiffrés en heures, pas forcément en euros ou bien en dirhams, de ceux qui travaillent pour l'association. Et je suis sûr que ça va dépasser le budget de 100 000 euros sur 3 ans. Mais je pense qu'il faut le faire. Parce que ne serait-ce que pour valoriser le travail des bénévoles, qui sans arrêt se disent, moi je travaille mais je ne vois pas mon retour. Mais si toi tu le présentes au niveau de tes comptes, ça valorise son travail. C'est des dépenses personnelles. Mais ça, alors tu le mets. C'est dans le sens. Mais tu le mets dans tes comptes. Dans le sens que s'il avait parlé que le compte a été bloqué, dans le sens si on doit présenter un bilan financier, c'est-à-dire qu'on a reçu de quelque part un fonds qu'on a utilisé. Donc on a utilisé nos propres moyens parce que nous n'avons pas la possibilité de recevoir des fonds, étant donné que le compte a été bloqué à cause du conflit. Voilà. Sinon, si je dois les chiffrer, moi je suis responsable de plusieurs projets au sein de mon association. Je travaille sur le renforcement des capacités, y compris sur la question de budgétisation des projets. Donc vous avez combien ça coûte un déplacement, ça me coûte un déplacement de Alger-Bruxelles, ça me coûte un aller-retour, c'est 500 euros. Si, pour 20 euros la journée, plus une nuitée de moyenne qui va entre 50 euros à 60 euros, les nuitées sur Genève à 110 euros. Donc, c'est pas la question que je ne sais pas. Et étant donné que stratégiquement, nous avons opté au niveau de l'association, de l'organisation, nous devons aller à ce type de rendez-vous. Ils sont importants et nous devons y être. Nous devons aussi faire de nous. Donc il y a la question aussi de l'engagement des personnes qui doivent aussi être discutées dans l'institution, dans cette assemblée. Moi je vais revenir à une petite réflexion sur la question d'un État nazi. Peut-être beaucoup de monde, ils n'ont pas su la déclaration qui a été faite sans prendre en conscience. Bon, lui, il a pris conscience de Ras Moulay Hicham par rapport comme quoi le fait que la constitution marocaine avait reconnu la langue amazigh comme langue officielle, c'était une menace de l'État marocain. Au fond, si on fait une bonne lecture, l'État marocain il a reconnu son amazigité comme État amazigh avant tout. Je vais vous dire pourquoi. Dans l'article numéro 5, il dit que l'arabe, la langue arabe, c'est la langue officielle de l'État. L'État a le droit de la développer, tout cela. Point. C'est comme peut être la langue française au Sénégal ou la langue anglaise dans un pays africain ailleurs. Par contre, lorsqu'il parle de la langue amazigh, il dit lui aussi officielle comme la langue arabe, mais la langue amazigh, il appartient à tous les Marocains sans exception. Ça veut dire que c'est la langue nationale des Marocains tous. Le fait qu'il y a cette reconnaissance que la langue amazigh, c'est un patrimoine de tous ces citoyens, c'est une reconnaissance d'un État amazigh. Et là, ça revient à ce que vient de dire ce matin le docteur Mimon Chaté, sont des droits qu'on a, mais qu'il faut lutter pour que ça soit effectif sur le terrain. Il existe, c'est vrai, dans la carte Magna, mais c'est à nous de faire tout cet effort de ce danger qu'il a vu Moulay Hicham en étant d'origine Cheufa, comme quoi leur dynastie est un peu menacée par la dite reconnaissance. Merci Rachid. Autre question, remarque vis-à-vis du bilan des représentants. J'ai une petite question, M. Rachid. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a un instant, je veux dire, de problème de la plante et tout ça, etc. Je ne sais pas si vous étiez au courant du terme qui confisquait le Marzen au Maroc. Au sud du Maroc, pour les Berbères, surtout à Etba Amran, la région de Tizni, Tagadir et tout ça, quand il s'agit des terrains où il y a l'Argan, vous connaissez bien l'Argan.
voilà, les gens ils ont lancé des SOS et tout ça, je sais pas, Sinon, on suit encore, comme le Congrès mondial de la misère et même le journal, on donne beaucoup d'importance à cette question des terres collectives, et tout le temps on sort, parce qu'on presque on est les seuls à être les porte-parole de ce monde rural et périphérique, de leurs revendications, surtout du terrain collectif. Il y a Imeba, Rachidia, ça continue un peu partout. Tout dernièrement, vous l'avez vu sur Facebook, c'est pas normal. L'émir du Qatar rend une visite là, il leur donne un cadeau, des milliers d'hectares, 45 000 hectares de terres collectives. Et ils ont leur doyen, leur propriétaire. Et comme par exemple vous faites l'amalgame entre arabophone et arabe, amazirophone, il faut bien, puisque les mots ont leur sens, alors il faut vraiment faire attention. Et je ne sais pas si ça relève de l'incompétence ou si ça relève de l'indifférence ou de l'ignorance, mais franchement on doit être vraiment, on doit faire attention à l'utilisation de certains, bien sûr. Est-ce que tu as entendu des erreurs dans ce sens, parce que quelqu'un qui dit des arabophones ou des oui, oui, justement, je l'ai entendu par certains intervenants en disant arabe, on le sait tous, et il y a beaucoup d'anthropologues qui parlent, même vous le savez, il y a certains justement spécialistes qui savent, qui connaissent mieux que moi ces spécificités, et arabe, arabophone. Même s'il y a des gens qui savent le de rouge, et peuvent sortir là, c'est le pauvre, s'il est arabophone, c'est arabophone, c'est tout. Non, moi j'ai un souhait. Toutes ces remarques sont pertinentes. Là, comme ils ont présenté un rapport moral et financement, dorénavant vis-à-vis du statut de règlement, qu'il y aura une liste, qu'il y aura des réponses et des remarques, et tout ce sont des recommandations qu'on peut traiter. Le débat entre deux, ça n'existe pas dans l'Assemblée. Soyons un petit peu. C'est un débat qui peut empêcher, très important, mais ça n'empêche pas que certaines questions, on peut avoir des réponses maintenant. C'est un débat. La question à Mazir, moi j'ai entendu tas de choses. En soyant un petit peu réaliste et concret. Par exemple, moi je n'arrive pas à croire, en sorte culturelle arabe, c'est elle qui va faire un problème. Ce sont des murs. Il faut combattre ce qu'on a dans la tête. C'est ça l'importance. Et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comme disait Amazion, dans le futur, ce sont les stratégies. J'attends des recommandations qui sont pertinentes des stratégies. Notre mission comme Amazion, qu'est-ce qu'on veut? Par exemple, il y a ce monsieur qui a passé presque 40 ans, il a une tas d'argile des Amazés, qu'il a une expérience pour qu'on puisse profiter pour les jeunes qui sont avec nous. Donc on ne peut pas retomber dans le même problème. La question qu'il y a X ou Y, ça ce n'est pas nous. C'est en réalité, c'est l'histoire qui va juger le bon travail. L'importance, ça, il faut juger, insister. Parce qu'il y a des médias, il y a tas de choses. Lorsqu'on parle du rapport financement, parce que tas de choses du blanc sur le Congrès mondial Amazir, nous qu'on est responsables. On a l'autogestion, financement propre à nous. C'est pour cela, parce que moi je ne peux pas dans tas de projets. Un projet, il faut faire bien un data shop, des balances, combien nous on n'a pas sur toutes les gestions des membres du Conseil fédéral, et chacun bien se forme. Et là je dis franchement, ce sont des amis qui nous aident, mais ça n'empêche pas que le rapport financier entre ce qu'il a fait Rachid, ce sont des estimations. Les charges et les frais qu'on a fait pendant 3 ans. Par exemple, les prépares de colle à combien des conseils fédéraux, qui que ce soit à Agadir, ou bien à Atlas, ou bien au CIMAP, ce sont de nos propres moyens, en parallèle avec les amis du soutien de l'armée Amazir. Et ça, moi je veux intervenir et s'arrêter pour qu'on puisse aller à d'autres. Et merci, monsieur le modérateur. Pas de problème. Donc, on peut passer à l'élection. Non, pas encore. Il faut voter pour le moral. Il faut voter. Voilà. Donc, on doit voter pour les... Le rapport moral et le financement, c'est la démocratie. On va passer à la vote. Pardon, monsieur le président. On voit l'acclamation. Donc, c'est le meilleur processus de vote. Je peux prendre la parole.
avant qu'on démette de nos fonctions, il faut qu'on fasse un vide de transfert du pouvoir. On va essayer, je propose au président à la table, qu'on essaye un nouveau bureau qui va modérer le temps, un comité de coordination qui va diriger jusqu'à les élections des nouvelles instances. Et merci. Je propose, qui veut se présenter pour là, avant, pour question plus d'organisation. J'aimerais bien que les congressistes restent là où ils sont les chefs de la verte, et ceux qui sont des invités ou des observateurs ou des journalistes, on leur prie de se mettre par rapport aux chaises rouges. Vous voulez faire partie comme congressiste? Pourquoi pas? Déplacez-vous un peu vers nous. Serge Moucher, tu es président de l'association dans du candidat laser. Oui. Tu veux faire partie d'être congressiste? Non, je suis comme journaliste aussi. Journaliste, là. D'accord. Ce qu'on va faire maintenant, c'est élire 3-4 personnes qui vont faire la transition vers les élections et le nouveau bureau. Donc, ma question aux congressistes, c'est qui est candidat pour faire partie de ce comité de transition. Voilà. Levez votre... Avant d'élire cette commission ou bien ce bureau qui va faire la transition, je pense qu'il faut quand même voter le rapport moral et le rapport financier. Il y avait une acclamation, c'était un mécanisme de vote. Moi, je pensais qu'on avait acclamé le monsieur qui avait intervenu tout à l'heure. C'était autre chose. Vous voulez une vote, c'est ça? Vous dites qui c'est qui est contre, qui c'est qui s'abstient. Voilà, qui est contre? Voilà, on commence par ça. Voilà, qui est pour? Qui s'abstient. Et qui s'abstient? C'est clair, je veux dire. Alors, encore, je répète ma question à tout le monde. Qui est candidat de faire partie du comité de transition? Le comité qui va assurer la bonne élection du nouveau bureau. Est-ce que vous avez compris la question? Voilà. Alors maintenant, ceux qui veulent être candidats, qui se mettent debout, qui lèvent la main. Vous êtes sur place. Voilà, ça c'est monsieur numéro 1. Monsieur numéro 2 ou madame numéro 2. Alors. Aïssa, vous voulez dire? Est-ce qu'il y a madame? Ok. Madame, peut-être. Non? Ici. Madame? Voilà, 3 personnes. Voilà. C'est choisi. Est-ce qu'il y a une quatrième? Donc, on continue avec les 3 personnes volontaires. Merci. Merci. Je suis. Votre nom? Voilà. Et je note. Le travail manifeste de PANSRA, de modification de statut et de structure. 3. La déclaration finale. Et 4. La communication et les nouvelles technologies de l'information. Mais s'il y a des propositions d'autres commissions, on peut les ajouter. J'ai une suggestion, je ne sais pas, étant donné qu'on n'est pas nombreux, je crois qu'on peut avoir une seule commission et on peut voir les différents projets l'après-midi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Donc, votre suggestion est adoptée. Elle est retenue. Ok. Donc, on va tout faire dans une seule commission. Rachid. Moi, je propose, surtout on a demandé à 2 personnes de nous faire un travail intellectuel d'idées à cela. Ils ont préparé
un projet, ça va nous demander la discussion d'approfondir encore plus notre réflexion et notre projet. Alors là, c'est le manifeste du Tamazra, et l'autre, c'est les statuts. Moi, je préfère qu'on commence par le projet politique, le manifeste du Tamazra, et après on passe à la deuxième. Donc on va demander au docteur Tioui à ce qu'il présente la proposition. C'est bien ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres commissions? Il y avait des propositions de commission. J'interviens là pour le manifeste, la position du manifeste. Comme c'est un document important, est-ce que ça veut dire qu'on doit sortir des recommandations, des résolutions comme ça, ou est-ce que ça peut être réfléchi un peu? Par exemple, je cite un exemple parce que je l'ai lu rapidement maintenant. Mais donc si après effectivement si quelqu'un nous le commande, ce sera plus facile de. On a bien compris la question. Hein? C'est maintenant par exemple, moi j'ai une question, c'est concernant ça. Est-ce que par exemple les gens dans la Tamazra, les populations amaziques dans la Tamazra, si par exemple un pays fait la guerre contre un autre pays, est-ce que celui qui se considère, s'auto-identifie comme amazique, a le droit, sachant que l'Algérie ou le Maroc ou le Mali ou le Niger se font la guerre, ou bien ceux qui sont amaziques ou touareg disent non, moi je ne fais pas la guerre parce que ce sont mes frères qui sont en face. C'est-à-dire la reconnaissance de ce droit. Voilà, c'est par exemple, je ne l'ai pas vu apparaître dans le manifeste, mais je trouve que c'est à l'intérieur de Tamazra, il doit y avoir. On est marre de toutes les guerres. Non, c'est pour dire que si on explique le manifeste, est-ce qu'on est tous d'accord? Laissez le temps de réfléchir. Est-ce qu'on est tous d'accord? Parce que l'auteur de ce document fait la présentation, que les gens dans la salle peuvent intervenir avec leurs observations, leurs questions, et que par après on peut avoir, bien sûr, comme vous le proposez, le moment, le temps nécessaire pour modifier, apporter des changements. Et pas maintenant, parce que ça nous demande de réfléchir en plusieurs jours. Ça c'est clair, mais commençons par l'auteur qui va présenter le document. Ok, est-ce qu'il y a d'autres suggestions de commission? Une précision et une suggestion qui répond à votre souci. Dans la précision, c'est que ce qui a été distribué, c'est un premier draft, un premier qui a fait l'objet d'une modification d'un premier amendement, et ce n'est pas celui que vous avez dans les documents. Vous allez avoir la version amendée. Mais déjà, moi j'ai travaillé un peu, j'ai fait une lecture rapide du texte, et malgré les amendements que j'y ai apportés, je n'en suis pas moi-même satisfait. Raison pour laquelle je me suis dit que dans la mesure où cela pourrait avoir l'aval de l'Assemblée générale, qui est la nôtre, ça pourrait être adopté comme projet. Ça pourrait être validé, on pourrait le valider comme projet, quitte à ce que par la suite, on se laisse un laps de temps, on le diffuse aux différentes associations locales qui constituent la future Assemblée mondiale amazigh, et on se donne par exemple, on se décide quel serait le nombre d'associations qui devraient ratifier ce texte, et à partir duquel on se dira à partir de, je ne sais pas, 20, 50, 100 ratifications, je ne sais pas. Il faudrait qu'on se mette d'accord. À ce moment-là, ça deviendra le texte qui sera validé par le Conseil fédéral. Donc on fait des propositions, des projets, des ébauches provisoires. Après, on aura le temps pour les modifier. C'est bien ça. C'est ça. Ok, est-ce qu'il y a des autres suggestions par rapport à des commissions, donc qui n'ont pas été énumérées? Je répète, on a la commission de manifeste Tamazra, on a la commission de modification de statut et de statut, on a la commission sur la déclaration finale, la commission sur la communication et les nouvelles technologies de l'information. Est-ce qu'il y a des suggestions d'autres thèmes qui nécessitent le travail? Je voudrais, poser 3 questions et donner des réponses et aussi faire des propositions. C'est l'officialité de la langue amazigh à côté de la langue arabe dans tous les pays d'Amazigh, Maghreb, Afrique du Nord. C'est la première proposition.
La deuxième proposition, c'est de discuter sur la définirisation de l'écriture, à savoir son officialité dans tout l'enseignement en Afrique du Nord, pour ne pas utiliser l'araméen et le latin, parce que l'amazigh a son propre alphabet, il n'a pas besoin de transcription. Donc c'est notre alphabet amazigh, c'est le petit final. Troisièmement, l'amazigh est officielle au Maroc. Nous demandons qu'elle rentre dans la carte d'identité, le passeport, la monnaie et dans toute l'administration étatique marocaine. Donc ça, il faut les inscrire. Je ne sais pas, peut-être Dr Charles, il peut nous éclaircir. Est-ce que ça a été déjà entré, ces revendications, dans le document ou pas? Ça ne figure pas dans le manifeste, mais le communiqué final, qui serait celui donc, de l'association, enfin, de l'Assemblée mondiale amazigh pourrait comporter cela. Il est vraiment important, il est bon de les noter de façon à ce que ça figure dans le communiqué final. Ça ne nécessite pas, disons, une autre commission. Ce sont des recommandations qui intéressent le monde amazigh dans sa globalité. Ce n'est pas une région, c'est l'ensemble du peuple amazigh, qu'il soit amazirophone, arabophone ou canarien. Vous proposez d'incorporer ça comme revendication, ou est-ce que vous voulez vraiment un groupe de travail qui entre dans les technicités de ça? Je ne pense que personne ici dans ce congrès, dans cette assemblée générale extraordinaire, ne sera contre l'officialité de la langue amazigh, son officialisation de son écriture, et aussi l'admission sur plan officiel au Maroc, dans la carte d'identité, le passeport, la monnaie et toute l'administration marocaine, puisque c'est une langue officielle. Donc ce sont des propositions fortes de l'ensemble des amazighs, qu'ils soient arabophones, amazirophones ou canariens. Ce sont des recommandations. Donc je tiens à dire déjà dès le début que je ne suis pas du tout juriste, donc j'étais vraiment amené à naviguer sur pas mal de dictionnaires, à téléphoner à l'un ou l'autre pour l'un ou l'autre concept. Donc vous voyez c'est un travail, je vais dire, très pointu, très spécialisé. J'ai été aussi aidé dans ces tâches donc, par le professeur Dr Memoun Charqi qui a apporté un certain nombre d'amendements. Donc je tiens à vous dire sincèrement, pour gagner du temps, pour aller plus vite, les remarques pertinentes sont les bienvenues, mais des remarques qui vont nous faire perdre du temps, etc., ça ne sert à rien. Il a été lu dans ce manifeste, puisque j'ai une charge de corps à l'ULB, donc il y a pas mal de jeunes juristes internationaux en herbe qui ont quand même pu jeter un coup d'œil pour vérifier, si vous voulez, pas le fond, ça ne les regarde pas, mais surtout la forme du document. Est-ce que ça correspond plus ou moins à des conventions, je veux dire internationales, etc. Eh bien, c'est un document qui part en vrille dans tous les sens et c'est la pure improvisation. Ça n'a pas été de pure improvisation parce que je ne suis pas capable d'improviser, donc j'étais épuisé dans toutes les conventions internationales et j'estimais que c'est une arme très redoutable face à nos tyrans, face à nos faux tyrans qui essaient de se déguiser en démocrates. Et donc il fallait aussi présenter un document qui a une portée juridique, surtout juridique internationale. Et donc voilà. Donc on l'a appelé manifeste de Tamsra, je crois que le mot Tamsra, tout le monde est d'accord. Ça nous est vraiment cher au cœur. Alors ça aurait pu être, je veux dire, charte des droits fondamentaux, je veux dire, de Tamsra. Mais ça peut être aussi un manifeste parce qu'on n'est pas encore dans le processus des chartes. On va écrire au moins un manifeste. Je veux dire, Marx a commencé par écrire le manifeste du Parti communiste. On commence toujours par un manifeste, quelque chose de simple, de très succinct, et petit à petit on s'agrandira. À ce moment-là, on aura une grande charte des droits fondamentaux qu'on sera nous-mêmes à imposer, parce que j'ai entendu tout à l'heure des choses très sages. On ne doit pas faire subir aux générations futures ce que nous on a subi. À tous les niveaux, en termes sociaux, en termes politiques et en termes environnementaux. On a hérité de la pollution, on a hérité de la répression, on a hérité de la mauvaise gouvernance, on a hérité de la corruption. On va essayer d'épargner ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Et donc c'est ça le but
de notre réunion aujourd'hui. Et l'ancien, le nouveau, l'autre congrès, moi ça ne m'intéresse pas. Donc j'ai vu que c'était des gens sérieux qui sont venus vers moi, me sollicitant, me disant on a besoin de construire. Certes, et je vous assure qu'ils ont fait beaucoup d'autocritique, donc je les connais tous depuis pas mal d'années, ils se déconstruisent tous les jours, ils se reconstruisent à nouveau. Ils sont vraiment dans un processus à la Derrida ou à la Heidegger, mais tous les jours. Donc c'est des gens très sérieux. Et puis voilà, les accusations de Facebook, ils n'ont le temps que, je veux dire, de 30 secondes, parce que ça change tous les 30 secondes les informations sur Facebook. Donc ce que vous avez entendu hier, il y a déjà 1000 informations qui sont arrivées sur votre mur, donc maintenant on passe aux choses sérieuses. Donc voilà, on a décidé donc, de lui donner ce titre, le manifeste de Tamsra. Donc c'est une confédération, tout simplement pour respecter déjà les structures étatiques. On ne va pas, je veux dire, commencer à faire la grande révolution. Personne ici n'est prêt à faire la grande révolution, et surtout une révolution bolchevique. Donc ça se sent, le temps des révolutions de ce type-là est déjà révolu. On est dans des révolutions des idées. Et moi je suis prêt à prendre ce train-là. Donc les autres révolutions, j'en ai rêvé à un moment, mais je ne le fais plus. Alors, pour une confédération démocratique, sociale et très transfrontalière, ça veut dire un homme de Tamsra de Tanger, si un jour il a du chagrin à Tanger, il a envie d'aller à Oran, il peut y aller sans problème. Sans problème de visa, sans problème de douane et rien du tout. C'est transfrontalier, il n'y a pas de frontière. Ce sera vraiment un seul bloc, on peut voyager quand on veut. Je me réveille le matin, je suis à Oujda, j'ai envie d'aller boire un café à Brnia, je le ferai sans problème. Sans passer par de Juge Bral ou l'Arba de Bral, mais je passe directement, tranquille, et vice-versa de Brnia à Oujda, etc., etc., etc. Donc c'est une aberration d'imposer à un habitant de Juge Bral, pour en parler, du côté marocain, d'aimer, mais profondément, et de s'inscrire dans une logique, et d'être un frère de quelqu'un qui est tout au sud du Maroc, et on lui interdit de ne pas saluer ou de ne pas passer de l'autre côté à 2 km de l'Algérien qui était de l'autre côté de Juge Bral. Moi, je n'en veux pas de cette Tamsra, je ne veux pas de ça, je veux vraiment d'une Tamsra où tout le monde puisse donc se voir. Et donc, il est basé sur le droit à l'autonomie des régions. Donc, il est comme une entité de pouvoir, c'est la région, si vous voulez, la cellule souche de cette Tamsra. C'est à travers laquelle les idées, c'est une machine, si vous voulez, gentille, à fabriquer les idées, à produire des idées, et donc c'est la cellule souche qui va fabriquer tous les autres organes. Donc c'est la région. Alors, s'il y a des remarques pour le titre, je crois que... Juste une petite explication basée sur le droit à l'autonomie des régions. Au début, Confédération démocratique, région veut dire les États actuellement ou d'autres régions au sein d'un, par exemple, le Maroc, on le considère comme région ou... Je vais vous donner une petite réponse et puis je laisserai la parole à le Maroc, ça sera un État fédéral. Donc Tamsra, on va le voir quand on commence. Ça sera vite parce que dans les articles qui vont suivre, on va définir c'est quoi Tamsra, etc. Donc Tamsra est un ensemble des États fédéraux, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye. Quels sont actuellement. Voilà. Et donc dans chaque État, la cellule souche, si vous voulez, l'unité du pouvoir législatif et exécutif va être la région. Tout va partir à partir de la région. Autonome, bien entendu. Pas des régions décentralisées, mais autonomes. Il y a une différence entre décentralisé, on voulait quelques pouvoirs déconcentrés, on va déconcentrer quelques pouvoirs, décentraliser quelques pouvoirs, mais le pouvoir le plus important reste entre les mains de l'État jacobin, l'État central. Donc là, tout se passera au niveau de la région. Donc ça sera vraiment ce que je disais tout à l'heure, la cellule souche, c'est laquelle que les organes vont se fabriquer. Donc on va monter vers le bas, du bas vers le haut. Mais sinon, il y aura les États. C'est pour cela qu'on a insisté sur le concept. Tout à l'heure, on nous reprochait l'utilisation des concepts. J'ai cherché dans 3-4 dictionnaires. J'ai pas été chez Wikipédia parce que très fait d'erreurs. Mais j'étais dans l'encyclopédie universaliste, l'encyclopédie britannica. J'étais vraiment dans le dictionnaire du droit, etc. Et je trouvais que, voilà, transfrontalière, pour permettre justement de garder cette entité étatique. Sinon, ils vont nous dire, voilà, vous êtes en train d'aller, on annonce dans le truc, mais vous allez voir tout à l'heure que c'est annoncé, que les États sont tout à fait intacts à ce sujet-là. Les découpages des régions, comment est-ce que ça va se passer? Mais ça sera le travail de chaque
les militants qui vont partir, qui vont travailler. On va faire des commissions, il y aura beaucoup de... Ça, c'est vraiment l'ossature, c'est une colonne vertébrale. On va créer ce qu'on appelle, en arabe, donc des lois organiques sur lesquelles on va travailler. Des lois organiques concernant les enfants, les femmes, je veux dire, telle chose. Donc vous allez voir, ici c'est des grandes lignes, c'est des grands principes, et le travail n'est pas achevé, le travail ne fait que commencer. On est en train de faire les fondations, la maison n'est pas encore... On est les premiers bâtisseurs. Et le travail, c'est quelque chose de permanent qui va continuer. Donc tout à l'heure, je parlais de déconstruire, de construire, ça va être à chaque fois comme ça. Donc on va aller dans ce couple-là, déconstruction, reconstruction, etc. Et donc c'est vraiment le départ. Et puis par la suite, on va mettre sur pied des commissions, on va demander à des spécialistes dans l'une ou l'autre chose, droit des enfants, droit des femmes, etc. On va mobiliser beaucoup de nos femmes parce qu'ils sont très pertinentes, etc. On va leur confier toute une série de choses et on va travailler ensemble pour faire à côté de ça des lois organiques qui vont être issues de ce manifeste. Mais le manifeste, c'est vraiment une colonne vertébrale. D'accord. Mais les pièces maîtres, ça reste des États. Non. Non, les États actuels ne sont pas remis en cause. Prenons par exemple le cas du Maroc. Depuis des années, on milite pour l'autonomie du Grand Rif. Il y a aussi dans le Sousse des gens qui militent pour l'autonomie du Grand Sousse, des gens qui militent pour l'autonomie du Grand Atlas. Et on n'a pas toutes les réponses qu'il faut, on ne va pas dans les détails comme le dit notre ami à l'instant. Mais les grandes lignes, le squelette de ce que devrait être la vision peut-être, y figurent. Ça c'est notre future confédération. Ça fait sourire tout le monde. Et moi ça me fait un plaisir immense. Excusez-moi, vous avez oublié des îles. On va les mettre. Il n'y a pas de souci. Alors, là c'est les textes sur lesquels je me suis basé, mais je passe très vite parce que ce sont des textes que je n'ai pas rédigés, rien du tout, mais qui sont des textes pour moi très pertinents et fondamentaux. Alors, le préambule. Alors, nous, acteurs, militants, personnalités, représentants des peuples des différents États de Tamsra, adhérons au présent manifeste pour la création d'une confédération ayant pour objectif d'unir tous les citoyens de Tamsra et d'œuvrer pour la défense des droits et de l'identité des Amazirs. Je crois que là, est-ce que quelqu'un a besoin d'une traduction? Faites la présentation, continuez. Excusez-moi. Pour mettre entre parenthèses le terme amazir expliqué par amazirophone, arabophone et canarien. Il faut que l'on globaliser toutes les entités linguistiques et culturelles. On va le faire, mais ça va arriver, vous allez voir, ne vous inquiétez pas. Alors le manifeste de Tamsra a pour but la diffusion de la démocratie participative, effective et réelle au niveau des populations vivant dans l'espace de Tamsra, afin d'intégrer les différents groupes ethniques, culturels, religieux et autres. Donc, on retrouve dans pas mal de conventions, surtout celle des droits de l'homme de 48, on trouve le concept race, mais je vous ai dit que depuis 73, c'est ce que j'ai pu lire dans des chartes de l'UNESCO, a été banni. Parce que la biologie a évolué, le concept de race n'existe plus pour les biologistes, il n'y a que l'espèce humaine. Il n'y a qu'une seule espèce. Alors, le manifeste de Tamsra, sans remettre en cause les frontières politiques. Voilà, je réponds à vos questions concernant les États. Sans remettre en cause les frontières politiques existantes, a pour objectif la consécration du droit à l'autonomie des régions dans chaque État de Tamsra et l'établissement de structures fédérales ouvertes à tous les peuples de Tamsra, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, en Égypte, au Mali, en Niger, en Mauritanie et dans les îles Canaries. Je ne vois pas de sourire, cher monsieur. Je veux dire sincèrement, je ne connais pas la géographie, mais voilà, tout à fait. S'il y a des spécialistes dans ce domaine-là, bien entendu, c'est pour cela que je vous dis, je ne suis pas en moins un spécialiste de la géographie de Tamsra. Donc, je n'ai pas cette prétention. Alors, le manifeste de Tamsra repose sur le vécu historique des sociétés amazirs et sur leur héritage collectif. Conscient de son patrimoine spirituel, moral, religieux et culturel,
ainsi que de sa pluralité, sa diversité et sa nécessaire unité, le mouvement de Tamsra se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité. Il repose sur le principe de démocratie participative, effective et réelle, ainsi que sur le principe de la consécration et du respect de l'état de droit. Le mouvement de Tamsra place l'individu au cœur de son action en instituant le citoyen de Tamsra et en œuvrant pour un espace de liberté, de vivre ensemble, de tolérance, de paix et de justice économique, sociale, politique et autres. Donc là, j'ai introduit le concept d'individu. Mais l'individu pas au sens individualisme, mais au sens individu, au sens voltairien du terme. Ça veut dire un être libre, qui croit au libre arbitre, qui peut se détacher de la tribu, qui l'étouffe. Parce que souvent, on avait l'habitude de penser à travers la tribu, on avait la religion de la tribu ou du clan, mais là, c'est l'individu. S'il n'a pas envie de suivre la religion du clan, c'est son droit. Parce que la citoyenneté, souvent, est plus englobante. Ça peut parfois, donc pour ça j'ai choisi un peu l'individu, ce n'est pas innocent, puisqu'on est ici dans l'étymologie des mots, alors rendre à César ce qui est à César, donc c'est l'individu de Voltaire. Alors, je descends encore. Voilà. Le mouvement pour la confédération de Tamsra privilégie l'auto-administration politique, connue sous le nom de démocratie participative, dans laquelle chacun et tous les groupes de la société, ainsi que toutes les identités culturelles, ont la possibilité de s'exprimer par le biais de réunions locales et régionales, de conventions générales et de conseils. Cette vision de la démocratie ouvre ainsi l'espace politique à toutes les couches de la société et permet la formation de groupes politiques divers et variés, ce qui constitue de ce fait un progrès dans l'intégration politique de l'ensemble de Tamsra. Ainsi, par la création d'un niveau opérationnel où tous les groupes politiques, socio-économiques ou culturels ainsi que toutes les communautés religieuses s'expriment directement dans les processus locaux et régionaux de prise de décision. Tamsra renforce l'autonomie structurelle des acteurs sociaux et crée les conditions nécessaires à l'organisation de l'ensemble de la confédération. Tamsra est une confédération des États fédéraux d'Afrique du Nord. Chaque État fédéral est formé des entités fédérées, à savoir les régions autonomes. Les régions autonomes fédérées sont chargées de l'application du processus démocratique de prise de décision depuis le niveau local jusqu'au niveau global, et ce dans le cadre d'un processus politique continu. La confédération de Tamsra est dotée d'un parlement confédéré. Ce dernier, en tant qu'organe législatif supranational, est chargé d'œuvrer selon le manifeste de Tamsra et de faire progresser la paix, le bien-être et la justice dans l'espace de Tamsra. Tamsra, en tant que partie de l'Afrique, s'assigne en outre comme l'un des objectifs la réalisation de l'unité africaine. La langue officielle de Tamsra sont l'amazigh standard et l'arabe. Les autres langues de Tamsra, les différents dialectes arabes et les différentes variantes amazigh sont aussi officielles dans leurs régions respectives, conformément au statut de ces régions. La richesse de la diversité linguistique de Tamsra est un patrimoine culturel qui fait l'objet d'un respect et d'une protection spéciale. Conscient de la nécessité d'inscrire son action dans le cadre des organismes internationaux, la Confédération de Tamsra souscrit aux principes, droits et obligations du colon des chartes des dits organismes et réaffirme son attachement aux droits humains tels qu'ils sont universellement reconnus et réaffirme la détermination à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Alors le titre premier, ici, c'est les dispositions générales et principes fondamentaux. Article 1er. Tamsra est une confédération démocratique, sociale et transfrontalière basée sur le droit à l'autonomie des régions. Article 2. La souveraineté appartient au peuple de Tamsra qui l'exerce directement par la voie de référendum et indirectement par l'intermédiaire des institutions constitutionnelles fédérées élues librement et démocratiquement dans chaque État fédéral de la Confédération. Article 3. Les partis politiques au niveau de Tamsra
contribuer à l'expression de la volonté politique des citoyens de la Confédération. Il ne peut y avoir de parti unique dans l'espace de Tamsra. Article 4, pardon. Tout citoyen de Tamsra a le droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, tous les niveaux, notamment dans les domaines politiques, syndical et civique. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des organisations syndicales et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. Article 5. Tamsra est une confédération neutre. Donc il y a une différence avec une confédération laïque. Sinon on tombe encore dans le concept jacobin. Donc c'est paradoxal de marquer confédéral et puis on va marquer laïque. Ça fait un peu tache d'huile, donc c'est neutre. Tout en séparant, ça veut dire le temporel et le spirituel, ça veut dire le politique et le religieux, cet état-là commence quand même à avoir des interactions, je veux dire, avec toutes les composantes culturelles, philosophiques de la société. C'est un peu le schéma des pays scandinaves et des pays protestants. Les Anglais ont un état laïque, mais la reine reste quand même la chef de l'église anglicane. Je ne rentre pas dans les détails, mais voilà, c'est ça la neutralité. Donc, alors que la laïcité, c'est broyer le curé et mâcher le prêtre. On n'est pas dans ces schémas-là. Moi, j'ai pas envie d'être dans ces schémas-là. Je rencontre l'imam de mon village, je le salue. Il n'y a aucun souci. Mais je dis à l'imam, reste dans ta mosquée. Ouais. En fait, par rapport on veut de Tamsra un État moderne, et vous avez parlé justement des mariages. En fait, est-ce que vous n'avez pas intégré, par exemple, le mariage homosexuel? Est-ce que c'est un tabou? C'est marqué l'égalité entre les sexes. Le genre, ça veut dire homme-femme, et je veux dire les minorités sexuelles, c'est marqué. Je sais qu'il y aura demain une fête sur ma tête, mais c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas l'affaire du Congrès mondial américain. Excusez-moi. Il y a des partis politiques en Afrique du Nord. À mon avis, c'est leur justement propriété. C'est à eux de soumettre ce manifeste, celui qui a fait ce manifeste-là. Vous avez travaillé formidablement. C'est formidable, c'est un très très bon manifeste. Mais je pense que ça revient en parti politique amazirien, maghrébano-africain, d'intégrer ça justement pour cette confédération. Moi j'ai toujours milité pour l'union amazirienne maghrébino-africaine, avec sa diversité culturelle des deux langues officielles, avec une monnaie, pour justement être devant l'Europe, devant la Russie, devant les grands ensembles économiques et culturels et politiques. D'accord. On est tout à fait d'accord. Mais je pense que c'est un très très bon projet, mais qui pourrait justement ramener des démocrates d'Afrique du Nord à se le partager, à se le réapproprier, à le discuter, et peut-être à le défendre dans les instances internationales, etc. Mais je ne suis pas sûr, c'est donc des objectifs du Congrès mondial amazigh. Je vais donner la parole à Dr Battiola, peut-être qu'il peut donner une réflexion là-dessus. Moi, je n'ai pas de réflexion à donner. Moi, je vous dis sincèrement, j'étais sollicité pour écrire un manifeste. On m'a donné les lignes directrices pour le faire, et puis je me suis attelé et mis au travail. J'avais d'autres occupations et je suis en 3e session d'examen. Donc nous étudions, ceux qui connaissent un petit peu le système de Bologne, ils ont des mémoires à défendre en janvier. Je dirais 5 étudiants qui ont un mémoire à défendre en janvier. Donc j'ai mis beaucoup de choses en stand-by pour faire ce travail. Pourquoi je le fais, je vous le dis sincèrement, parce que, je veux dire, la fibre amazigh, je la découvre pas. Et je l'ai dit hier encore, je le dis tout le temps, j'ai 2 enfants. L'un qui va avoir bientôt 19 ans, l'autre il a 14 ans. Je les ai appelés Massini et Nouel. Je n'ai pas attendu à ce que la mazérité devienne officielle dans la Constitution pour commencer à faire cocorico. C'est un travail que j'ai fait de longue haleine, et ceux qui connaissent Bruxelles connaissent à quel moment j'ai commencé. Au moment où j'ai déposé mes valises, on a commencé à faire du travail pour la culture amazigh, et plus particulièrement la culture du Rif. Donc on n'a pas du Kif, mais du Rif. Souvent on fait l'amalgame. Donc moi, on m'a sollicité pour ce travail, je l'ai fait,
je l'ai fait vraiment sincèrement, et donc je ne suis pas à mon premier rapport, j'ai fait des rapports pour les pouvoirs en Belgique, donc le rapport sur lequel a été basé, sur lequel le gouvernement de la région musulmane a basé son ordonnance pour faire une loi pour le financement des cultes musulmans, c'est mon rapport. Il est sur le net, je l'ai fait pour la Fondation Roi Baudouin. C'était l'Université libre de Bruxelles parce que j'étais attaché de recherche là-bas, et je l'ai fait pour la Fondation Roi Baudouin, qu'elle-même l'a fait pour le compte du gouvernement de la région bruxelloise. Donc les rapports, ce n'est pas pour la première fois que je le fais, celui-là, la différence des autres rapports, je les fais gratuitement. Et c'est pour cela que je me suis dit, un manifeste, c'est une sorte de corpus, je ne vais pas dire que c'est un corpus normatif, parce que pour que ce soit un corpus normatif, il doit être déjà bien étoffé, etc. C'est un corpus, grand ligne, et qu'on peut discuter ce soir, peut-être un autre jour. Et moi, il devient ou il ne devient pas un outil du Congrès, je ne vais pas dire que c'est le dernier de mes soucis, je ne vais pas pleurer ce soir, mais je veux dire, il peut faire partie de ces documents du Congrès, comme le statut ou autre chose. Mais le travail ne doit pas s'arrêter à ce manifeste, parce que pour moi, à ce moment-là, moi, j'aurais rien fait. Parce que pour moi, le travail doit partir de ce manifeste. Le vrai, le grand, le plus important doit rebondir à partir du manifeste. Ici, il n'y a rien. Il y a des grandes lignes. C'est tout. Je vous dis, moi, que ça vous honore. C'est un manifeste que vous avez fait félicitations. Le souci, c'est que c'est un manifeste qui concerne l'ensemble amazighrien, maghrébin, africain. Je pense qu'il revient au parti politique démocrate de discuter de sa propre vie. Mais ce que vous avez fait, moi, de toute façon, toutes les félicitations. Et la réalisation la plus importante. Primo Tamazgha, nous sommes en presque 30 millions. Un Amazigh qui tient 7 mots, mais il y a des autres partenaires. Presque 40 millions autres. Donc il sera un problème. Il sera mieux, par exemple, le Grand Maghreb ou bien Nord d'Afrique, je ne sais pas. Aussi le drapeau. Même et la procédure de réaliser ça, même les peuples, maintenant, il y a, qu'on dit, même à la solidarité entre le peuple tunisien et libyen, maintenant, il y a des affrontements. Les frontières fermées, des attaques, etc. Donc, il faut des procédures pour atteindre cette rêve. Ou bien, voilà, brusquement, ou bien comment. Les procédures. Il faut des étapes, comment on peut expliquer. La réalisation, c'est difficile sur le terrain. C'est une langue à crier. Ce matin, j'ai parlé de l'hébreu moderne, donc qui permet donc à des juifs venus d'Allemagne qui parlaient le yiddish, à des juifs qui venaient d'Espagne qui parlaient le latino, à des juifs venus du Maghreb qui parlaient le séfarade, à des juifs venus d'Orient qui parlaient le mizrahi, parce que le yiddish c'est vraiment un mélange d'allemand et un petit peu de bribes d'hébreu. Ils sont arrivés à créer, donc Yehuda Ben Eliezer, un grand linguiste allemand, est arrivé à créer une langue commune pour tous ces composants de la diaspora juive, etc. Et puis maintenant ça s'enseigne, et c'est la langue qu'on utilise maintenant dans les écoles israéliennes et que les arabes israéliens parlent aussi. Donc voilà, c'est le berbère standard, parce qu'on a commencé cette expérience du Maroc, le standard marocain. Moi je vous dis sincèrement, c'est une façon de donner un coup de pied dans la gueule de Tamzra. À ce moment-là, on aura un arabe standard, oui je sais Amina, on aura un berbère standard marocain, on aura un berbère par après standard algérien, on aura un berbère standard. Et donc à ce moment-là, moi je préfère qu'on parte dans cette aventure maintenant, on regarde la berbérie ou la mazirité d'une manière macro, et de commencer le travail en réunissant les linguistes de tout Tamzra pour faire vraiment, c'est ce qui s'est passé avec, je trouve, je ne dispute pas le fond de l'État d'Israël, parce qu'on connaît mes positions, on connaît mes écrits, j'ai pas de leçon à recevoir de quiconque, j'étais privé de pas mal de choses à cause de mes positions sur cette question-là, mais je veux dire, la manière dont les linguistes sous le contrôle de Yehuda Ben Eliezer ont travaillé pour arriver à cette langue, parce qu'ils avaient une langue qui s'est arrêtée au 7e siècle. Donc juste après la destruction du temple, donc c'est arrêté au 7e siècle, et à partir du 7e siècle, il y avait un corps linguistique. C'était un corps qu'on peut retrouver dans les écrits des rabbins, etc. Parce que la langue hébreu, contrairement à l'arabe, pendant des siècles, c'était une langue écrite.
Alors contrairement à la arabe qui était une tradition orale. Et donc à partir de là, ils sont partis vers les langues voisines, beaucoup vers l'arabe, sans aucun complexe, beaucoup vers l'arabe, puis par après vers l'araméen, etc. Mais je sais pas, je prends un simple, le parasol en hébreu, c'est le mot soleil shemsh, et puis shishamshi lié. Donc que le linguiste puisse faire un petit, je parle sur le plan scientifique, il n'y a pas de politique là-dedans, c'est une langue qui se construit à partir de rien. Donc parce que souvent ils disent, oh, la'natullah alayhi, moi non, il n'y a pas de la'natullah, ils ont fait un travail formidable, ils ont fait permettre à des peuples venus de tous les horizons, de l'Amérique du Sud, etc., de parler le même langage et de se comprendre et de publier régulièrement. Ils sont chaque année à la tête de 3000 à 3500 brevets. Et ils ont des publications scientifiques à gogo, et pourtant l'enseignement est en hébreu. Le problème. Moi j'ai une question par rapport à Tamasara. Est-ce que c'est quoi? C'est un État ou c'est plusieurs États? C'est plusieurs États, c'est une confédération. Vous savez, je vous dis sincèrement, il y a beaucoup d'États qu'on appelle confédération, mais c'est uniquement un héritage historique, c'est quelque chose qui... Il n'y a pas de confédération au monde pour l'instant. Il y avait par le passé, par exemple la Suisse, on l'appelle confédération suisse, ce n'est pas une confédération, c'est un État fédéral. C'est un État fédéral, ce ne sont pas un ensemble d'États, un agglomérat d'États. C'est un seul État, mais divisé en différentes régions. L'Allemagne, la même chose, c'est une union douanière au départ, Zollverein, et puis auquel on a donné la notation, enfin, la dénomination de confédération, mais ce n'est pas du tout une confédération, c'est un État fédéral. Voilà. Comme la Belgique, parfois on dit qu'il y a quelques compétences confédérées, certes, mais ça reste quand même, dans sa globalité, un État fédéral, avec parfois quelques pouvoirs qui ressemblent plus ou moins à des écarts confédéraux. Mais c'est la seule, pour l'instant, tentative qui est encore au stade du papier, confédération, et j'espère qu'un jour, prendra la forme d'une vraie confédération, et ça sera la seule à ce moment-là au monde. Les États-Unis n'est pas une confédération. C'est une fédération d'États, tout simplement, mais ce n'est pas une confédération. Le projet est bien, et comment on peut passer en fait, à passer ce projet? Tamazra, sur une Tamazra, je vois dans Dakar, il y a le Niger, le Maroc. Donc, comment on peut passer ce projet? Il y a beaucoup de Sahel. Nous, on n'est pas encore arrivé à passer la langue tamashek. On n'a pas une langue. L'écriture, on l'apprend. C'est l'âge de 6 ans, dans des familles et tout ça, mais on n'a pas des écoles euthanasie, donc elle n'est pas reconnue comme marginalisée. Comment on peut passer un projet comme celui-là? Donc ça, je viens conclusion. On ramasse. Et vous parlez aussi des... Alors, ce n'est pas complet. Je vais vous expliquer. Voilà. Vous savez, beaucoup de gens me disent, je les rencontre, ils me disent je suis arabe, j'ai étudié l'arabe, et parfois je leur dis ok, tu as étudié l'arabe, explique-moi ce que ça veut dire ce passage de ce poème. C'est de l'arabe. Et le bonhomme qui prétend maîtriser la langue arabe, il me regarde. Je dis, mais c'est de l'arabe. Vous savez, il y a 1000 synonymes pour le sabre en arabe. L'usage que on croit soit dans la poésie classique arabe, donc les autres, ou ce qu'on nous croise maintenant, on croit 5, 6 synonymes du sabre. Alors qu'il y en a 1000. On ne connaît pas tout. Et donc, la manière dont vous appelez, moi je ne sais pas, peut-être une chose dans votre langue de Tamazra, peut-être c'est pas, mais ça sera un synonyme. Non, moi, ça sera un synonyme. Moi, j'ai réagi à ce que vous avez répondu à quelqu'un que vous avez questionné. C'est une langue criée. Oui, la langue l'hébreu moderne est une langue criée parce que c'est une langue qui s'est arrêtée. Et vous parlez de langue des Juifs, c'est un mélange des Allemands et des Arabes. On a tenu compte, on a donné un exemple que
Tamazra aussi, la langue Tamazra aussi sera comme ça, donc ça va crier. C'est ça le travail, c'est pas mon travail, c'est le travail. Arabe, mot, je ne sais pas. C'est le travail des linguistes. Donc je l'ai dit bien sûr de Tamazra, Tamazra va être basé sur le vécu historique de sa population. Le juif qui a vécu en Allemagne, on ne peut pas lui enlever son vécu de juif allemand. C'est pour cela quand on vous dit bonjour, je veux dire quand on vous dit bonjour en hébreu, on vous dit boker. C'est un mot hébreu mais qui a une racine arabe, bokra. Boker, mais on ajoute le petit mot un peu germanophone, tof, boker tof. Parce que ça c'est comme ça, parce que le juif allemand a toujours entendu tof, et le juif néerlandophone, je crois aussi, il y a tof, ça se dit en néerlandais. Laila tof, boker tof. Et puis c'est comme ça, il fallait construire cette langue. Et donc on va chercher dans les vécus et dans l'histoire des uns et des autres pour pouvoir reconstruire quelque chose quasiment de ses cendres, dire oui, on n'avait que ça, je veux dire, on est arrivé au 7e siècle. Et puis depuis le 7e siècle jusqu'au 1913-14, donc l'hébreu moderne, il y a quasiment, je veux dire, énormément de temps, quasiment 12 siècles qui se sont écoulés. Il y a un vide complet. Vous parlez avec un juif d'Espagne, vous le mettez avec un juif allemand, ils ne s'entendront pas. Mais avec la langue hébreu moderne, ils vont parler ensemble. Et ceux qui viennent de Russie, il ne faut même pas en parler. Donc il y a... Mais c'est Tamazir, moi je ne vais pas adopter ce soir une posture de linguiste parce que je ne suis pas linguiste et je ne sais même pas comment ça fonctionne le travail de linguiste ni de phonologue. Je n'ai pas envie de me mettre dans un habit qui n'est pas le mien, mais je sais, par les lectures, je veux dire, j'ai fait 6 années d'hébreu. Donc c'est pour cela que je connais très bien, j'ai travaillé sur les questions du conflit israélo-arabe, j'ai fait une thèse doctorale là-dessus, donc j'étais obligé d'apprendre l'hébreu pour aller fouiller, chercher dans les archives et les documents, je veux dire, israéliens. Donc sinon, on ne fait pas une thèse comme ça, c'est pas un fantasme, il fallait lire l'autre aussi. Et donc c'est comme ça, je connais très bien cette culture, comment cette langue a été construite. Mais je veux dire, pour la langue de Tamazra, moi c'est le devoir et le travail de nos linguistes. Et je ne peux pas adopter cette posture. Je veux dire, même si je suis le plus grand prétentieux du monde, je n'arriverai pas. Je suis très petit par rapport à ça. Non, je ne peux pas. Et donc moi je vous dis, à partir d'une expérience, c'est comme ça. Et d'ailleurs, une grande partie de toutes les langues qu'on a essayé de faire renaître, c'est le même processus qui a été adopté. Mais je ne sais pas ce qui est. Pour moi, le processus, je le connais. Je veux dire, pour moi, c'est une boîte noire. Je vois la boîte noire, mais je ne sais pas ce qu'il y a là, quels sont les outils précis qui ont été utilisés, qui sont les démarches, qui sont la démarche grammaticale du conjugaison, qui ont été utilisés pour construire un dictionnaire. Ça, je ne sais pas vous répondre. Je ne suis pas. Bon, déjà, parce que déjà au niveau géographique, les distances sont... Chaque fois que vous parlez de l'Afrique du Nord seulement. Et ça, on le sent, nous, au niveau de Touareg, et on le savait déjà depuis longtemps que les distances sont tellement longues entre le Nord et le Sud. Il y a tellement de gens qui sont de l'Algérie qui ne sont jamais venus en Algérie, au sud de l'Algérie. Et le pays est tellement grand qu'on peut comprendre que même au Niger ou au Mali, il y a tellement de gens qui sont au sud, dans les capitales, qui ne sont jamais allés dans leur même pays. S'ils disent que c'est leur pays, dans leur même pays, ils n'ont jamais passé la frontière. Donc ça veut dire qu'ils parlent des choses qu'ils ne savent pas. Donc même quand vous parlez des gens du Nord, même là, je vous comprends aussi. Mais je vous comprends. C'est que quand vous parlez de l'Afrique du Nord et vous parlez de Selma ou de Tamazra, tout ça, vous, dans votre idée, vous n'avez que l'Afrique du Nord. De l'ensemble, ça. Et en tout cas, moi je n'ai pas entendu, nous il disait ça, mais je n'ai pas entendu Touareg, et je pense qu'il faut peut-être pendant un certain temps faire l'effort de rajouter Touareg. Parce que comme nous sommes là, si on n'entend pas Touareg, on entend l'Afrique du Nord, lorsqu'on entend l'inquiétude. Attendez, laissez-moi parler, laissez-moi d'abord parler, après vous allez parler. Moi je sais ce que vous avez fait, mais c'est pour vous dire que j'utilise ce que vous dites. Parce que ça va plus large que vous, et je sais, et c'est normal que dans une population, surtout vous qui êtes plus proche de l'Europe, vous êtes plus en fait attiré par cet élan européen que par, on va dire, la sauvagerie ou le côté farouche du Sud. D'accord? Et évidemment, on est tous attirés comme ça vers l'Europe, il y a du brillant plus que vos propres. Concernant le manifeste, ou le futur manifeste ou autre chose,
dans chaque État, dans chaque pays, dans chaque région de Tamsra, certes, ces indicateurs de développement humain qui sont catastrophiques, il y a souvent des passeurs de lumière. Et je crois qu'on compte sur ces passeurs de lumière. C'est dans un village, il y a un qui sait lire ce manifeste, qui sait le traduire et le communiquer à ses amis. Bien sûr, ça passe par la création des associations, etc. À en parler dans les cafés, etc. Avec la langue locale, avec la gestuelle locale, avec le regard et le thé local, je crois qu'on peut... Donc on compte sur les passeurs de lumière. Et ça a été à chaque fois... dans toutes les révolutions, etc. Le jour où on a fait la révolution russe, vous savez que le taux d'alphabétisation en Union soviétique ne dépassait pas 6%. Donc, 6%. On a pu faire une révolution. Aussi sanglante qu'il a été, mais je veux dire, les idées de la révolution ont pu être passées parce qu'on avait sur la route, malgré le froid glacial de l'Union soviétique de l'époque, des passeurs de lumière, des gens qui ont pu s'y expliquer avec beaucoup de sincérité, sans arrière-pensée, sans un projet idéologique mesquin, mais c'était avec un idéal à réaliser. Et je trouve que si on part avec cette démarche-là, on y arrivera sans aucun souci. Il y a une question d'organisation. Ils vont nous excuser un peu certains amis invités observateurs. J'ai une discussion entre les congressistes pour discuter de ce projet. Hein? Et pour la suite aussi. C'est pas ouvert il faut grec tout cela. Il faut qu'on avance dans cette discussion. Moi, ce que je propose en quelque sorte, on est trop fatigué. Il faut qu'on se repose. Il reste deux interventions. Les amendements éventuels, les remarques qui doivent être faites au projet de manifeste ou demain au projet de statut ne peuvent provenir que de la part des congressistes. Les personnes qui sont là sont les détenus à titre d'observateurs, journalistes ou autres, ils sont les bienvenus, mais ils ne peuvent pas intervenir dans les modifications ou dans les corrections apportées ou amendements apportés aux deux projets de texte que nous sommes en train de discuter. Ça c'est tout à fait clair. Donc je propose que les gens qui sont congressistes, ils ont été enregistrés de telle façon, d'accord, qu'ils échangent des idées de façon que ce sont seulement eux qui peuvent vraiment et effectivement intervenir. On est d'accord. Voilà. Donc, la personne qui veut intervenir. Alors, la règle, comme je suis observateur, je n'ai pas le droit, mais dans l'esprit démocratique, alors, c'est une exception que nous, on donne, par exemple, le droit à s'exprimer. Moi, je suis observateur, je n'ai pas le droit, comme c'est dit. Alors, mais je veux savoir, parce que je n'étais pas ici, j'étais un peu dehors, je voudrais savoir si le manifeste a répondu dans le chapitre des libertés, le droit au développement, et le droit à l'autodétermination, et le droit à créer des partis politiques régionaux. Moi, je vais dire sincèrement, je ne vais pas faire l'entourloupe ni le paradoxe de la constitution marocaine. On parle des régions et puis après on interdit des partis sur base régionale. Il y a un paradoxe, quand tu crées des régions, tu dois laisser les gens faire ce qu'ils veulent dans leur région. Jouer au foot ou jouer au handball, ils font ce qu'ils veulent. Moi, quand j'ai parlé de région, ça veut dire le droit à la création des partis régionaux, bien entendu, qui sont des entités, je veux dire, politiques locales. On ne peut pas créer une région, et à partir de cette région, on va créer des partis qui vont uniquement aller s'occuper des affaires du fédéral, ça n'a pas de sens. Tu vas créer des partis qui s'occupent des régions. Il y a un parti qui te dit, moi j'en ai marre de Rabat, j'en ai marre d'aller à Alger. Moi j'ai envie de m'occuper de ma Kabylie natale, de voir un petit peu les Al-Ghazen, les Ajouzin, je ne sais pas quoi, les vieux, les Amraran. Je discute avec eux, voir ce qu'il y a à faire au niveau du village, au niveau de la forêt à côté. Ça ne m'intéresse pas ce qui se passe à Rabat. Ou bien, ça ne m'intéresse pas la politique étrangère du pays, franchement c'est derrière les soucis. Donc si on crée une région, pour moi, automatiquement, ça englobe la création des partis régionaux. Quand on va construire une mosquée, ça implique qu'il y aura un imam, il y a des gens qui vont prier, sinon ça ne sert à rien de créer une mosquée. Quand tu crées une région, c'est avec la meubler complètement. C'est clé sur main. Mais ça, c'est le paradoxe du Maroc.
Oui, mais ça c'est le Maghreb, c'est le Melnoni, ils sont maintenant, ils sont conseillers du roi. Donc ils ont eu le tremplin de la Constitution sur le dos du Marocain pour arriver au palais. Donc le trajet était très court au palais. Moi je voudrais qu'il était aussi beaucoup plus long, mais là il était très court. C'est 2-3 semaines de travail, puis chaque qui est conseiller du roi. Non, quand on crée une région, et ça je veux dire même juridiquement parlant, et là je sais de quoi je parle, parce que j'ai vécu la législation fédérale de ce pays, je suis arrivé quand il était encore un État national, et puis j'ai vu vraiment arriver les communautés, les régions, j'ai vécu, mais tout, suivi par les informations, on était assoiffés de l'information, parce qu'au Maroc, ça commence par Manbit al-Ahrar, ça se termine par Manbit al-Ahrar, on avait le droit à une demi-heure de Mickey Mouse, et puis c'est tout. Et là, on arrive, on voit autre chose. Les gens débattent, s'insultent, s'acharnent et tout. Et on était impressionnés par ce paysage de télévision. Donc j'y suivais, mais dans les détails. Je revenais de l'université, première des choses, c'est j'allumais la TV et j'attendais les informations. Donc j'ai suivi la législation de ce pays-là. Donc les concepts de région, quand on entend région dans un pays démocratique, ça s'entend tous les meubles qui vont avec. Et au Maroc, et moi je ne suis pas responsable, je n'ai pas fait la constitution, je ne l'ai pas voté, donc voilà. Mais sinon ça s'entend, concernant le développement durable, on en a parlé, il y est, puis voilà. Mais pour la région, pour moi, les partis politiques régionaux est plus qu'une condition sine qua non pour la viabilité d'une région. Je connais qu'à Afdar, Hassan Moulaha. Donc oui, c'est la personne suivante, s'il vous plaît. Moi, la seule remarque importante, c'est que on part d'un manifeste qui dessine un idéal à atteindre. Ok, c'est bien. Mais en même temps, ce qui me semble un peu éludé, c'est la situation actuelle. Moi, j'aurais préféré à ce qu'il y ait une introduction rappelant un ensemble d'injustices dont sont victimes les Imaziras. Au préambule. Ça veut dire, même l'officialité de la langue amazigh, on est loin du compte. On est loin du compte. La question de l'égalité des droits, on est loin du compte. La question de l'égalité des droits, on est loin du compte, etc. On peut énumérer un ensemble d'indicateurs qui montrent qu'il ne faut pas non plus passer cette réalité qui est une réalité de souffrance dont sont victimes les populations amazighes et d'autres, pas simplement les populations amazighes. La question des pouvoirs politiques. On ne peut pas faire comme si nos États, si on parle que des États du Maghreb, là j'entends votre remarque qui est très très juste, parce que ça mériterait aussi d'être analysé, parce que sinon on est dans le maghrébocentrisme, c'est-à-dire on oublie les autres variantes de la mazérité, on parle comme si la mazérité serait centrale en Afrique du Nord. Je pense que ça c'est une question à reprendre là, dans les débats, dans les discussions. Moi, je pense qu'on ne peut pas aussi passer sous silence la nature des pouvoirs politiques. Il ne faut pas dessiner un principe sans qu'il y ait une visée à long terme. On veut quoi comme pouvoir politique? On veut la royauté, on veut la république, on veut quoi? Parce qu'on a en face 2 États, 3 États, 4 États qui ont des régimes totalement différents, contradictoires. Moi je pense que la République c'est la meilleure pour tous les États du monde. On ne peut pas faire l'impasse sur cette question-là, même si à la rigueur je peux comprendre que la prise de position elle est de l'ordre du tactique, mais en même temps on ne peut pas à un certain moment passer sous silence cette question. Et on ne peut pas passer sous silence, moi je pense qu'il faut aussi l'introduire quelque part dans le manifeste, cette histoire de reconsidérer toutes les injustices dont sont victimes les États. Les violences, c'est-à-dire les enfants qui sont nés dans nos contrées, une violence inouïe de naître dans un État, dans une région, dans un bled, où à un certain moment on vous a interdit de vous parler langue maternelle. Donc il faut prévoir dans le manifeste des mécanismes de justice, des tortionnaires de notre identité. On peut pas, sinon ça me paraît, vous me permettez cette critique, ne prenez pas comme étant critique négative, mais beaucoup plus pour faire avancer le débat. On aimerait bien mettre un peu, parce que pour beaucoup de monde il y a certaines confusions, on vient de parler même avec Veled Africa, certains points à prendre vraiment en considération, comme le fait, je viens de le dire, même ces frontières, il faut le dire, ne sont pas rigides ou tangibles, sont coloniales. À tout moment, on peut le remettre, il devrait avoir une signalisation qu'on a ce droit de remettre
en question ces frontières étatiques. La question toilette, vient de le dire, nos frères, il faut que ça se figure dans le manifeste. Et sur une chose, le droit coutumier, il faut qu'on le signale. Surtout, peut-être, je vais vous confesser en quelque sorte, un peu mon acharnement, ma détermination à défendre toujours cette idée d'autonomie des régions, de l'État fédéral. Et tout le monde le sait, lorsque j'ai fait cette déclaration en 2002, j'étais la cible d'une campagne, d'une sauvagerie incroyable. Et je garde toujours ces articles, surtout de Mostafa Alaoui. Si vous le lisez, vous allez vous mettre au-dessus. Et surtout, il n'a jamais fait deux chapitres hebdomadaires sur une personne lorsqu'il le critique. Moi, j'ai eu cet honneur. Et dans la une de son journal, il a mis Abdelaziz de Polisario, le chef de Polisario, il lui a enlevé, il a mis ma tête. Pourquoi cette idée? Parce que j'ai toujours inspiré, et je reviens toujours au droit coutumier qui vient du truc, à l'idée de la République de Rif, dans l'étude bien sûr de David Montgomery Hart et tout cela, que ce qui a beaucoup, on va dire, facilité à quoi Abdelkrim, dans les années 20, arrive à créer un État moderne, à l'époque, un État national, c'est cette idée de structure sociopolitique de la confédération des tribus anaises. On revient à cette question de confédération. C'est déjà dans notre histoire, dans le droit coutumier. Et c'est grâce à ces confédérations qu'ils, lorsqu'ils s'allient avec d'autres confédérations, créent des États. Que ce soit les Almohaïdes, les Almoravides, ou d'autres, ou comme ils existent, en quelque sorte, des confédérations, les États, qui sont les plus importantes, les plus combatifs ailleurs. C'est dans cette notion de droit coutumier, il faut se référer à la route. Il y a une loi, une déclaration, tu l'as oublié, on s'est parlé, tu l'as oublié carrément, c'est très important pour nous tous ici, c'est la Convention universelle des peuples autochtones du 13 septembre 2005. La déclaration des droits du peuple. Il y a plusieurs traités qui ne sont pas fonctionnels. Parce qu'il est vraiment important, et dans cette déclaration, il y a ce droit à l'autodétermination des peuples au sein des frontières établies. La déclaration à la décolonisation, elle ne figure pas non plus. Il y a plusieurs traités et conventions internationales. Non, il n'est pas mentionné. Il faut la mentionner, mais il faut faire aussi des références à cette déclaration. Peut-être on va te donner encore un peu plus de travail à faire. Toujours est-il que ça va être un avant-projet ou un projet de manifeste pour Tamazra, pour Tamazra, avec l'idée que vient d'exposer mon chef entre nous deux, de ratification au sein d'une assemblée extraordinaire, d'un congrès extraordinaire, de la structure, c'est là qu'on concerne, celle que l'on aura, le nouvel qu'on va créer, pour l'adopter comme un document. Ça reste toujours un document ouvert, en prenant toujours ces observations, et on va le soumettre, et peut-être ça va nous permettre de l'enrichir avec le déplacement un peu partout, par l'apport des Imazirans dans toutes les régions. C'est ça un peu les observations. Juste éclaircir un peu par rapport au drapeau. Le drapeau, il a été conçu par les militants de l'Académie berbère dans les années 70. Donc on lui a donné une définition, on l'a fait adopter par le premier congrès mondial des Mazirs à Kapila. C'est moi qui l'a fait, qui l'a proposé. Donc le bleu, c'est la mer Méditerranée, c'est la limite dans le nord de la mer Méditerranée et de l'Atlantique. Le vert, ce sont les terres et les montagnes. Le jaune, c'est l'ensemble saharien amazigh des Touaregs. Et le Z, c'est la lettre Azatifinard,
qu'on a symbolisé à l'Académie berbère comme un homme debout, libre, on l'a mis en rouge parce qu'il est toujours en résistance. Voilà, donc la définition, il ne faut pas la chercher nulle part. Elle est là. Merci beaucoup. C'est l'être humain, c'est l'être humain, c'est la mesure. Non, c'est l'armature du bouclier. C'est l'armature du bouclier. C'est pas l'homme. Tu peux dire si c'est l'homme, mais c'est l'armature du bouclier, toi. C'est la symbolique de la. C'est pas l'homme et la femme. Merci. On va continuer. J'ai vu dans ma communication de ce matin des développements sur le droit coutumier et par la suite, à la fin, j'ai enlevé ça parce que je me suis dit ça va vraiment faire hors sujet. Il ne me semble pas indiqué de mettre dans un texte tel que le projet de manifeste pour Tamazra la question de la référence au droit coutumier. Pourquoi? Parce que les droits coutumiers, les droits d'une façon générale, le droit est évolutif. Il y a une relation extrêmement forte entre la société et le droit, les rapports sociaux et le droit. Ce sont les rapports sociaux qui produisent la norme juridique. Et la norme juridique, le droit, il est censé évoluer. Quand ça n'évolue pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Ça devient un frein, une entrave au développement, etc. Alors, c'est autre chose que de dire qu'il faut faire référence, dans un texte comme ça, aux valeurs et principes universels et issus des sociétés amazirs. Nos principes et valeurs ancestraux, oui, il faut qu'il y figure. Mais faire référence au droit coutumier amazir, prenons par exemple le cas du Rif, nous avons des textes de droit coutumier, mais qui ont été codifiés, etc. Mais ça demeure insignifiant, parce que ça correspond à ce qu'étaient les besoins de la société rifaine du temps. Nous avons un code de l'eau, un code de la chasse, des codes de la guerre, de relations intertribales, etc. etc. Alors c'est pour ces raisons que personnellement, je pense que c'est... Oui, mais je vous donnerai, parce que moi j'ai pensé à un exemple de règlement de problème, parce que le droit coutumier n'avait pas que des aspects positifs, ça veut dire au sens positif-négatif. Mais il faut s'inscrire dans un droit positif, c'est-à-dire un droit qui évolue, pas un droit, parce que le droit coutumier, il est très proche plutôt du droit naturel, je veux dire, il ne s'inspire pas d'une force divine, quoique parfois, c'est le cas, mais je veux dire, parfois il y avait des familles qui avaient fauté dans la tribu, qu'on poussait à l'exil, qu'on déracinait parce qu'ils avaient fait une connerie, donc ils n'étaient pas à la hauteur de rester dans la tribu en question, on les faisait partir, je n'ai pas envie de m'inscrire dans ce droit-là, même s'il est rivin. Et puis il y avait donc le comité qui se chargeait justement de rendre des décisions juridiques qu'on appelait Aït Tabi'in. Donc beaucoup de gens traduisent par Aït Tabi'in, mais c'est pas 40, c'est Aït Tabi'in, Tabi'in, c'est les gens. Donc on te dire. Et donc parfois ils rendaient des jugements. Moi j'ai tombé sur soit d'Emilio Blanco, Emilio Izaga, ou bien parfois dans le bouquin de Kuhn, Tribe of the Reef, etc. Ce sont des bouquins des années 20, 30. Mais parfois on demandait à la personne de partir, on brûlait tout son bien, il faisait une seule chose, ces terres deviennent des terres nshma'. Donc il lui confisque des terres, il lui brûle sa baraque, sa famille. Absolument, itra. Donc voilà, moi je ne peux pas m'inscrire dans ce droit-là, même s'il est coutumier. Toutefois, le droit en général, il s'inspire tout le temps. Les sources du droit, c'est quoi? C'est la loi, c'est la coutume, mais quand il est bien, c'est la coutume, c'est la doctrine, c'est la jurisprudence. Ce sont les 4 sources de loi. La coutume est toujours là. Mais quand il est positif, quand il apporte un bien, quand il permet à la communauté d'avancer, quand il permet à la société d'avancer, mais quand il permet à la société de régresser, la coutume devient une menace. Il y a des gens dans le sud de l'Égypte qui vont exciser leur fille. C'est de la coutume. Ils la mettent parfois sur le dos de l'islam. Mais c'est de la coutume. Est-ce qu'on va continuer à... Mais c'est une mutilation par rapport à notre temps moderne. Ils le faisaient, ils disent Tathir al-Khitan al-Fatayat ou la Tathir al-Fatayat, mais c'est de la mutilation. On coupe une partie de leur partie génitale. Donc ça, c'est de la coutume. Mais moi, je ne m'inscris pas dans ces coutumes-là. C'est pour cela que je dis... Et là, je rejoins donc notre camarade, quand il disait attention, vous ouvrez la porte à une coutume,
Et puis vous avez les salafistes qui débarquent. C'est la coutume du Dena. Et puis on n'est pas sorti de l'auberge. On est cartésien. Et le droit ne doit trouver sa place que dans cet univers cartésien rationnel et doit évoluer selon les concepts cartésiens parce qu'il est destiné à jurer le temporel de la vie des hommes et des femmes. Le droit n'est pas censé gérer le delà. Ça, il y a d'autres corpus pour ça. Nous, pour gérer nos affaires, c'est grâce à notre intelligence humaine dont on est doté, et j'en ai aucun doute, et c'est comme ça qu'on va faire. Donc la coutume, je vous assure, quand vous lisez des textes, je veux dire, c'est comme ça. Il y a eu des moments d'histoire où on était obligé d'adopter telle et telle coutume, mais parfois, ils n'étaient pas toujours glorieuses. Donc c'est pour ça que je dis la coutume, c'est comme ça.